À ce stade, dans la troisième diapositive, je suis forcé de vous parler un petit peu de moi et de mon itinéraire, avec une citation de Laurence Dupiter en ouverture, parce qu'il faut toujours garder une certaine, encore une fois, humilité face à tout cela et toujours avoir l'humour en tête. L'humour est une certaine constante du mouvement 2.0. Dans tout ce qui est 2.0, généralement, on évite de se prendre au sérieux et on descend de son piédestal assez facilement. Donc je suis passé par l'enseignement, aussi bien dans le secondaire, dans un lycée technique, qu'à la faculté, puis avec mes confrères dans le cadre de la formation continue. J'ai fait du journalisme grand public, j'ai beaucoup communiqué dans la vulgarisation en travaillant sur la version grand public du Vidal, le dictionnaire des médicaments. J'ai fait de l'enseignement et j'ai arrêté récemment parce que je supportais assez mal la misère universitaire. Je ne vais pas vous en parler ici, vous la connaissez, et c'est très difficile de travailler sans moyens et dans un cadre rigide qui empêche de faire des choses intéressantes, ou en tout cas d'innover beaucoup, puisqu'on doit rester dans un cadre qui est extrêmement serré. Alors ma rencontre avec Internet a bien sûr été une grande aventure, parce que d'un seul coup je trouvais un espace gigantesque, et l'une des premières choses que j'ai découvert, c'est l'univers des patients. Je me suis intéressé avant tout à Usenet. Usenet est un service Internet qui est l'ancêtre des forums, que peu de gens connaissent, et qui était tout simplement un système d'échange structuré comme un forum. Il y avait d'une part le mail, il y avait le web, il y avait d'autres services comme le FTP pour échanger des fichiers, mais dans Internet, qui est un réseau, il y avait Usenet. Alors il a été détrôné depuis par des outils un peu plus élaborés qui fonctionnent sur le web, comme les forums, comme Facebook, comme tout ce que vous pouvez imaginer comme espaces sociaux, mais au départ, il était prévu, dès le début d'Internet, un univers de communication. C'est là que j'ai découvert l'univers des patients, et que j'ai découvert qu'ils posaient des questions qui n'étaient pas celles qu'ils posaient face aux médecins dans un cabinet. Et j'ai donc découvert le gigantesque univers des questions non posées, des problématiques non connues. Lorsqu'on laisse des patients discuter entre eux, on découvre des choses tout à fait passionnantes. Et l'autre grande étape de cet itinéraire a été l'arrivée de Google. J'ai passé beaucoup de temps à mes débuts d'Internet à former les médecins à la recherche d'informations. Et Google, petit à petit, a rendu cette formation caduque, puisque Google sait trouver quasiment à chaque fois l'information pour peu qu'elle soit disponible et que vous tapiez un mot qui corresponde à peu près à ce que vous cherchez. Le document qui est le plus susceptible de correspondre à votre demande a de toutes les chances d'être trouvé avec Google, ce qui n'était pas du tout vrai avant. Et la génération qui n'a pas connu AltaVista, qui n'a pas connu Excite ou Lycos, ne se rend pas compte des progrès qualitatifs que Google a fait faire dans la recherche documentaire. À un moment, je suis passé par la démarche qualité, c'est-à-dire que j'ai participé avec la Haute Autorité de Santé à une démarche d'évaluation des médecins pour savoir comment faire, alors que c'était obligatoire par la loi pour pouvoir aller dans un travail qualitatif, et j'en ai gardé des souvenirs mitigés, je vous en reparlerai. Au cours de cet itinéraire, j'ai croisé la pensée complexe, et donc faire ce cours aujourd'hui dans le cadre du Centre Edgar Morin est tout à fait intéressant et m'émeut particulièrement parce que cette pensée complexe d'Edgar Morin correspondait tout à fait à ce que je ressentais et mettait des mots et théorisait un sentiment confus qui était que la rigueur dans laquelle j'avais été élevé, la rigueur scientifique avait des limites et que la médecine, la réflexion médicale devait avoir une sorte de révolution quantique, si vous me permettez cette image, et qu'il fallait aller vers des données plus floues, plus statistiques, plutôt que de s'obstiner à vouloir tout mettre dans des cases et aller dans une rigueur qui finit par être sclérosante. Donc tout cela m'a donné la certitude, je parle vraiment de certitude, que nous allions vers un bouleversement majeur à court terme. Ce bouleversement majeur est en train de se produire et nous allons à partir d'exemples concrets voir de quoi il s'agit. Diapo 4, la fin de la médecine 1.9. Alors, dans le cadre de mes activités, j'ai créé un site il y a une dizaine d'années, atoute.org, qui est un site communautaire de patients et dans lequel je me suis un petit peu confronté à tout cela et j'ai acquis une position qui me permet de communiquer sur le sujet. Et donc, lorsque j'ai eu la conscience que ce mouvement 2.0 allait s'appliquer à la médecine en 2007, j'ai créé une rubrique médecine 2.0 sur mon site. À l'époque, le concept était quasiment inconnu. Et le premier article que j'ai écrit était « La fin de la médecine 1.9 ». C'était assez logique de faire une sorte de point sur le passé avant d'attaquer le futur. Il était clair pour moi depuis quelque temps que la notion de médecine scientifique qui pouvait s'abstraire de la subjectivité et qui était sur une espèce de rigueur triomphante n'avait plus beaucoup de sens. Et j'ai relu à ce moment-là un livre qui m'avait marqué 25 ans avant, La souris truquée, un remarquable essai de William Broad et Nicolas Watt sur la fraude scientifique, et dans lequel on retrouve de façon amusante le jeune Alexander Gore,
représentant du Massachusetts en train de s'engueuler, c'est le cas de le dire, avec un médecin qui avait truqué ses résultats. Il avait 28 ans et on sait ce qu'il est devenu après, mais à l'époque c'était juste un jeune combattant de la fraude. Et donc dans ce livre on découvre, enfin on sait, on constate que il n'y a pas on ne peut pas abstraire la fraude de la recherche. La recherche médicale est faite par des gens qui sont des humains. Les humains sont subjectifs, ils ont leurs travers, et donc une recherche sans fraude n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire qu'un chercheur, que tous les chercheurs fraudent, mais que fondamentalement c'est un élément inhérent de la science. Et penser que la science est quelque chose de pur et qui n'a aucune problématique subjective est vraiment un mythe absolu. Ce qui a changé aussi, c'est que depuis quelque temps, Internet donne à chacun des moyens. On peut aller chercher, on peut aller à la source, on peut fouiller et on peut constater que finalement, on nous raconte des choses qui ne sont pas toujours très vraies, qu'il y a des conflits d'intérêts plus ou moins montrés et que l'incompétence est assez répandue chez des gens en qui on aurait eu avant une certaine confiance. Donc, je me suis pas mal battu pour la transparence, je me suis battu pour la lutte contre les conflits d'intérêts. Ça a été une de mes grandes activités ces dernières années, aux côtés du Forum Indep, par exemple. Mais souvent, une fois qu'on avait convaincu les gens du fait que la transparence n'était pas là, que les lobbies étaient partout dans le monde de la santé, les gens nous disaient alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Et là, je restais bouche bée, je n'avais pas de réponse, et j'ai trouvé que justement cette médecine 2.0 était une réponse pour l'étape suivante, c'est-à-dire après la fissure ou les fissures et les lézards de la médecine avec un grand thème, de la médecine des experts, de la médecine scientifique, il y avait une possibilité pour évoluer vers quelque chose d'un peu grisant.